Alors bonjour Hugo, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait maintenant 1 an qu'on devait se voir. Ouais. Donc on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton film qu'on a récompensé le 24 octobre 2020 à l'occasion du Festival des Moulins d'Or, Grand Prix du festival. Alors présente-toi, dis-nous un peu ton parcours personnel, professionnel même. Hugo Le Bourriarec, j'ai 30 ans, j'allais dire j'ai 29 ans, j'ai passé le cap, Tu avais 29 ans. j'avais 29 ans. J'ai 30 ans, je viens de Chambéry en Savoie, je suis né là-bas. J'ai vécu une vingtaine d'années. Et depuis que je suis petit, je suis passionné de cinéma et je me suis dit que c'était la direction qu'il fallait que je prenne coûte que coûte. Donc j'ai commencé par faire des petits courts-métrages dans mes cours d'art plastique et puis ensuite j'ai fait des études dans le cinéma, un DUT à Chambéry, puis une licence et master pro à Nancy, à l'IECA, l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, pour apprendre un petit peu le langage technique, essayer de me familiariser avec les outils techniques, m'ouvrir aussi culturellement sur d'autres types de films que ce que je connaissais déjà. Et puis après, j'ai fait des stages en électro d'abord, en lumière, un peu en régie, un peu en assistant caméra. Et ensuite, je me suis spécialisé en assistant réalisateur. Troisième, second, chef de file pour la figuration. Et du coup, je trouvais que c'était un bon moyen d'apprendre que de faire du terrain tout le temps, de voir différents types de réalisateurs, différents types de cinéma, différents types de productions aussi, que ce soit des films anglo-saxons, des grosses machines américaines, ou des films d'auteur à moindre budget, mais avec des réalisateurs très forts comme Pavel Pawlikowski ou Mai Wen, justement, que j'admire beaucoup. Et voilà. Et du Et là coup, tu passais donc, t'es professionnel depuis... ça fait 6 ans que je D'accord. suis. Après, on va dire, quand on commence l'intermittence, on met 3 4 ans à galérer. Et Ouais, là, ça va faire à peu près 1 an et demi que je commence à être à ça a l'aise, bien tourné, ça y est. à bien tourner, où on m'appelle plus régulièrement, où je peux un peu plus gérer, mais dire oui à tel projet, dire. Enfin voilà. Donc tes dernières interventions, t'as travaillé sur quel film récemment? Le dernier film, bah, il y avait T'es sur Ridley Scott, je crois, c'est le ça? Ridley Scott, ouais. Et dernièrement, là, le dernier truc que j'ai fait, c'était une série pour Blanche Gardin, qui va sortir là en décembre, où j'étais premier assistant réalisateur. Ce sera pour Canal+. Et Ça promet, il y avait une bonne ambiance ouais, parce que, c'est Blanche Gardin, hein. ouais, sans filtre. C'est sans filtre et c'est troublant. Ouais, C'est troublant parce qu'elle est piquante, elle est bien évidemment hyper drôle, mais il y a un truc très noir ouais. et très obscur et qui est assez Un intriguant. second degré, assez. Ouais, ouais, mais elle Ouais, dit des vérités ouais, troublantes, donc ouais, elle nous fait rire jaune, quoi. ouais. Et j'ai hâte que ça sorte, quoi. Ok. Pipou l'amour. Alors, comment est née cette idée du film Quand j'avais 15 ans, que je voulais faire du coup mes premiers courts-métrages et me professionnaliser là-dedans, faire mes études là-dedans, j'avais cette idée de film-là, où c'était un muet qui tombait amoureux d'une aveugle, et c'était un film sur l'incompatibilité amoureuse. Parce que suite à une première rupture amoureuse, où hmm, on croit que c'est la femme de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, on dira qu'une fois un je t'aime, et on ne dira pas à d'autres, bien évidemment c'est débile, et puis on se casse les dents, et on se cassera les dents encore et encore. Mais j'ai trouvé ça un peu violent, et je me suis dit je vais en faire un film. Et voilà, c'était sur l'incompatibilité amoureuse, sur qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour quelqu'un jusqu'à hmm, épuisement. Et je voulais garder ce scénario bien au chaud, donc pas le faire pendant mes études, justement, ouais, pour qu'il soit fait correctement, abouti, quoi. abouti, Hmm, que j'ai la maturité pour le faire, que j'ai les moyens pour le faire, et je voulais pas le saccager, en fait. hmm. Et donc j'ai fait toutes mes expériences, et seulement en 2016, euh, quand je suis arrivé sur Paris en 2014. En 2016, j'ai commencé à relancer un peu la machine, écrire un vrai scénario, essayer de démarcher des boîtes de production. Ça n'a pas pris et faire des concours pour obtenir des bourses pour financer mon film. Hmm. Alors, tu présentais quoi? Parce que du coup, comme il n'y a pas de dialogue, Bah, il a bien fallu faire un un, scénario de un 8 pages. storyboard, du coup, Non, non, même pas? scénario de 8 pages Ouais, où tout est écrit, mais du coup, c'est que des actions. Essayer d'être le plus descriptif possible dans le texte. Et voilà. Mais du coup, ça a pris un peu nulle part au début. d'accord. Et Pas facile à faire passer l'ambiance que tu avais. Tu avais déjà l'idée de l'ambiance précise dans ouais, ta ouais, tête? ouais, C'était totalement. bien clair? Bah moi, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai d'abord une idée d'ambiance, Hmm, et j'ai d'abord une idée de décor, de teinte, d'ambiance, de musique, etc. Et l'histoire vient après. hmm, Mais ce qui est souvent maladroit, parce que c'est d'abord la forme et seulement après le fond. hmm. Et du coup, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment pour de prochains projets. C'est d'abord partir du fond pour ensuite dessiner la forme qui vient après.
Et donc j'ai un peu galéré au début à trouver un système de production qui pouvait tenir sur ce film-là, mais je voulais pas le faire avec 2 francs. Donc voilà, et ça a été un concours qui a été initié par Carrefour, et c'était Jamel Debbouze qui était parrain de l'édition, et c'est un concours qui s'appelait Carrefour Get Up et Fais ton truc, où ça invitait les jeunes de moins de 25 ans ou moins de 30 ans, je sais plus, à pitcher leurs projets, peu importe lesquels. C'était pas forcément dans le cinéma, ça pouvait être projet d'entrepreneuriat, enfin peu importe. Et fallait récolter des voix, des votes, et ensuite il y avait une finale sur Paris où il fallait pitcher notre projet en 5 minutes devant un jury et devant 2 jurys. Et tout seul, tu as pitché Ouais. devant un public, tu n'as rien montré, pas forcément avec des supports, c'était... Bah justement, en fait, on pouvait avoir un support derrière, Ouais. et en fait, j'avais fait le choix de juste pitcher par Ouais. Par ta conviction. par la conviction, Ouais. sans me baser sur un support Mhm. derrière. Donc, avec mon ex-compagne, elle me faisait répéter tous les soirs un texte par cœur jusqu'à Mhm. que je l'intègre et que je l'oublie, Mhm. pour ensuite pouvoir le cracher naturellement. Ouais. Et donc ça a marché parce qu'il a obtenu 10 000 euros, et Jamel Debbouze m'a proposé de monter à Talent en cours, qui est un dispositif créé par les amis du Comedy Club, où on peut aller pitcher son film devant un parterre de producteurs, de financeurs, de chaînes de télé, tout ça, au Jamel Comedy Club, où là du coup il y a 80 personnes dans la salle, qui sont que des professionnels du cinéma, et qui viennent écouter des jeunes qui pitchent sur scène. Alors, il y a plus de pression encore, là. Beaucoup plus de pression. Et de là, j'ai trouvé un producteur. Et ensuite, on a commencé à chercher de l'argent. Il n'y a pas eu de chaîne, il n'y a pas eu de région. À mon plus grand désarroi, parce que quand même, on a tourné dans un décor qui est classé patrimoine historique en région Grand Est. On va revenir, ce décor-là, formidable. Tu as dû mettre du temps à le trouver ou c'est un hasard, ce décor? En fait, j'avais travaillé sur un film de Philippe Claudel qui s'appelait Une enfance, qui était produit par les Films du Lausanne. J'étais stagiaire dessus, en mise en scène. Et j'allais souvent dans une ville qui s'appelle Dombasle-sur-Meurthe, là où il est natif. Et je passais devant des grosses usines qui étaient impressionnantes, qui crachaient Toujours en fonction, donc? qui toujours en fonction. D'accord. Mais c'était des usines de... récentes. D'accord. Et des usines de quoi, du coup? Je sais même pas. Je pourrais Ouais. pas vous dire. J'ai trouvé juste très impressionnante à chaque fois que je Ouais. passais devant en voiture. Ouais. Et je me dis, j'aimerais bien que Pipo, du coup, le court-métrage que je voulais faire, se fasse devant des décors comme ça. Ouais. C'est quelque chose de monstrueusement magnifique. C'est aussi effrayant qu'attirant. Et quand du coup je suis passé à la production, je me suis rapproché du BAT de la Lorraine, du bureau d'accueil des tournages, qui m'a proposé plusieurs décors. Et Johan Gretke, qui fait partie de ce comité-là, m'a dit non mais Hugo, je sais ce qu'il te faut, c'est pas cette usine-là qui est en activité, il te faut un truc beaucoup plus germinal finalement. Toujours en fonction ou finalement qui était abandonnée, celle-là? Ah bah celle-là, elle est abandonnée depuis les années. Enfin, elle n'est pas abandonnée parce que du coup elle se visite, c'est devenu Ouais. limite un musée classé patrimoine historique, mais elle s'est arrêtée en 1991. Et c'est les hauts fourneaux de Ucange. Et il m'a montré ça, et effectivement je suis tombé totalement amoureux de ça. Et quand j'ai rencontré le chef opérateur de mon film, on est allé repérer 2-3 fois et on a trouvé que c'était magnifique. Ouais. Mais il fallait lui redonner une vie à cette usine-là. Mm. Aussi parce qu'elle n'est pas en fonction. Donc ça veut dire mouiller les parois pour faire croire qu'il y a de l'humidité, cacher des machines à fumer. Et après il y a tout le travail de son en post-production, qui a été fait par Geoffrey Perrier, qui est hyper talentueux en monteur son, qui a recréé du coup des bruits. Ouais. Et puis un étalonnage, j'imagine aussi. L'étalonnage Bien aussi, particulier. mais ouais, l'étalonnage qui a été fait par 2 personnes aussi formidables, Grégoire Lesturgy et Lionel Kopp, mais c'était déjà emprunt dans l'image du chef opérateur, Vladimir D'accord. Sayed. Il y avait déjà le travail de la pellicule, de couleur, de teinte qui était déjà présent sur le tournage. Mm. En fait, sur ce tournage-là, on a voulu tout, au maximum, créer les choses sur place pour avoir le moins à faire en post-prod. Et en termes de durée de tournage, On a fait 4 jours de tournage. d'affilée? Ouais, D'accord. 4 jours. Et le choix des comédiens, parce que pour le coup, c'est les deux qui sont à l'écran et qui tiennent le film, je dirais. Longue sélection pour ce casting? Longue sélection plutôt pour la fille, parce que pour le personnage masculin, je l'avais très vite en tête. Il était inspiré d'un autoportrait de Egon Schiele, que j'ai en tableau et que j'adore, puisqu'il a un regard où, à chaque fois que je regarde ce tableau, je ne sais pas s'il est content, s'il n'est pas content, s'il est triste, s'il est mélancolique. Et donc, physiquement, j'avais déjà la tête une tête précise, une démarche précise, et forcément, je connaissais plus ce personnage-là, finalement, que le personnage féminin, qui au début servait de prétexte aux actions de Pipo. Donc c'était un peu difficile à trouver un personnage féminin. Donc j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Nicolas Benoît,
qui est un directeur de casting impressionnant, et qui m'a dit tout de suite en lisant le scénario, pour ton film, il te faut un danseur, parce que Pipo est tout le temps dans l'action, avec des grands gestes, c'est lui qui agite l'univers dans le film, qui essaie de ranimer ce décor-là, et quelqu'un qui est très statique, justement, et qui est très réticent par rapport à ce que Pipo cherche à lui offrir. Donc cette femme-là, il m'a dit, il faut plutôt une mannequin. J'étais un peu réticent à sa proposition, mais bon, il a plus de métier que moi, et je suis qu'un gamin, donc je l'écoute, mais je veux quand même rencontrer des comédiens. Je rencontre plusieurs comédiens et comédiennes, on fait des essais casting filmés, et malheureusement et heureusement, il avait un peu raison, c'est-à-dire que souvent les comédiens se sont mis à faire du mime. Donc, vu que c'est un film sans dialogue, donc ça se rapprochait du Chaplin, du Keaton, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas un film muet, c'est un film sans dialogue. C'est un film où le dialogue est prohibé. Il y a des affiches de propagande au début du film où c'est écrit « Sachez-vous taire, contrôlez vos émotions ». Donc on n'est pas dans un film muet, on est vraiment dans un film où les gens on leur propose, enfin on leur conseille de ne pas parler, de ne pas communiquer, parce que ça fait mal. Donc il faut savoir s'exprimer, non pas par le mime, mais par des gestes et par des regards. Ouais. Il faut être introverti, mais il faut quand même pouvoir faire passer des émotions avec le minimum de dialogue, en tout cas. Exactement. Et du coup, on est allé vers Anatole Zang, qui est un danseur, et Solange Fréjean, donc danseur et mannequin. Premier casting, d'ailleurs. C'est les 2 premiers. Et tout de suite... ça l'a fait. Bah oui, ça l'a fait. Après, il m'a dit, pour te rassurer, Hugo, vas-y, vois les comédiens que tu as sélectionnés. C'était une évidence Bah moi, je sentais que c'était une évidence. Après, Nicolas Benoît était très attentionné. Il m'a dit, regarde quand même pour ne pas regretter, etc. Rencontre les autres comédiens que tu veux. Donc lui, il a tout fait. Il a contacté les agents, il a négocié, parce que c'est un court-métrage, donc il y a peu de moyens, c'est pas... Et il m'a fait venir tous les comédiens que je voulais rencontrer, on les a filmés, mais effectivement, il avait raison depuis le début, quoi. Ouais. Des répétitions, finalement, ou pas tant que ça? On s'est fait des exercices où Quentin leur proposait de marcher dans la peau de leur personnage, comme il l'imaginait, à l'âge de 5 ans, jusqu'à 90 ans. Et il disait, là, tu as 5 ans, là, tu as 15 ans, là, tu as 15 ans et il fait froid. Là, tu as 20 ans, il fait froid, il y a une tempête de neige. Et en gros, je voulais voir ces 2 personnages naviguer dans l'espace, et ressentir les choses de manière totalement opposée. C'est-à-dire que Solange, tout le long du film, c'est quelqu'un qui a peur, qui est hésitante, qui est méfiante, qui est abîmée, on va dire, parce qu'elle commence le film sans avoir d'émotion, elle est totalement déshumanisée. Et Pipo, c'est un personnage qui est un petit peu lunaire, qui est naïf, qui est à la joie de vivre et qui croit à la moindre petite lueur qui existe. C'est quelqu'un et qui tombe amoureux. Et qui tombe amoureux. Donc lui, il est dans une croyance constante et elle est dans quelque chose déjà de très... épuisé et tout ça. Donc ça, on voulait le voir dans ces exercices-là. Comment lui réagissait à une tempête de neige. Bah, lui, il adore, c'est rigolo. Et elle, c'est totalement désagréable. Et voilà. Et de les voir vieillir, c'est-à-dire qu'elle, quand elle était petite, elle était déjà très sur elle, très enfermée, très méfiante, comme si elle avait déjà été brisée par quelque chose dans sa vie. Et plus elle vieillissait, plus elle commençait à apprécier la vie. À s'épanouir. À s'épanouir, et lui inversement. Donc elle doit faire dans son trajet, la manière dont vous voyez dans l'exercice dont il marchait, elle apprenait à appréhender son environnement, alors que lui était totalement à l'aise avec son environnement, mais finalement se fatiguait et s'épuisait petit à petit. Alors au point de vue technique, du coup, tu as utilisé quel genre de matériel? Ton chef-op, t'avais déjà des idées bien précises ou tu t'es laissé guider? De base, je voulais faire un film en pellicule, en super 16 mm. C'est vrai que ça y prête beaucoup. Pardon ? Ça y prête pas mal pour le coup. Ouais, totalement. Je sais pas pourquoi, je crois que déjà il y avait un sens dans le sens où je voulais que ce soit un film qui soit un peu intemporel, qu'on puisse se croire en l'an 1900, justement à l'époque où cette usine-là fonctionnait, ou dans le futur. Parce qu'il y a un truc un peu avec ces posters de propagande, avec des jauges à émotion dans le cou. Ouais, espèce de dystopie, on sait pas très bien. Et je voulais à tout prix que ce soit intemporel, donc je me dis aussi que le travail de la pellicule avec ce décor d'usine et en même temps ces jauges incrustées dans leur cou qui font un peu toc, mais on peut être dans le futur, dans le passé, et le but c'est qu'on s'en fout en fait de savoir quand on est, c'est que c'est un conte, et que là où ce que j'aime bien dans les contes, c'est que ça traverse un peu les époques et ça peut parler de maintenant, de demain ou d'après. Enfin, du côté intemporel en tout cas. Du côté intemporel, et je trouvais que la pellicule pouvait déjà apporter ça. Et après, tout simplement parce que je trouve qu'il y a j'avais jamais travaillé en pellicule, je voulais tester ça, il y a une douceur sur les peaux, sur les profondeurs de champ, bien évidemment tout est plus magnifique.
Je trouve déjà quand on a reçu le développement à l'image, c'était déjà juste impressionnant. Et surtout, ça donne une rigueur aussi sur le plateau, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de pellicules pour tourner. Et du coup, on disait avec Vadim... Quand on dit moteur, c'est qu'on est sûr. Ouais, c'est qu'on est sûr à 100%. Et avec Vadim, on disait, donc les chefs opérateurs, on faisait que dire à toute l'équipe qu'on avait le droit à une prise. En soi, on faisait 3 prises, mais on avait une rigueur, tout le monde était vraiment au taquet surtout. Il n'y avait pas une étiquette, par exemple, de costume qui sortait, il n'y avait pas un détail qui était échappé, on avait répété, et tout le monde du coup se donnait vraiment à fond. Et quand on y allait, qu'on lançait le moteur et qu'on disait action, tout le monde était au taquet, quoi. Et personne regardait le petit combo, mis à part le chef opérateur qui était dans sa caméra. Tout le monde regardait ce qui se passait sur le décor là, et c'était très impressionnant. Et j'ai adoré travailler avec tous ces gens-là qui étaient tous formidables, qu'on portait le film et on était tous au taquet. Et je pense que l'effet pellicule a aussi serré un peu la vis. En termes de post-production après, c'était long? La post-prod a été un peu longue, mais ça valait vraiment le coup parce qu'on a fait du bruitage. C'était surtout un travail de son. Ouais. Parce que je parlais pendant les prises, on mettait de la musique pendant les prises. Tout a été fait avec de la musique parce que tout le monde connaissait ce qu'ils avaient à faire en fait. Ouais. Le chef opérateur, il connaissait, les comédiens, tout le monde connaissait son taf. Pour augmenter l'ambiance. Je trouvais ça assez cool et du coup après moi je servais quasiment plus à rien. Quand on disait action, j'appuyais sur la musique et tout le monde était dans son truc. Vadim était avec sa caméra sur son rail, il montait, il descendait, il suivait la musique, la comédienne aussi. Il y avait les flocons de neige, enfin la cendre et tout le monde... il y avait une sorte de magie qui prenait forme et... C'est un ballet. C'était un ballet où, quelque part, chacun faisait un petit peu... Ils avaient pigé la scène et après, moi, j'ai totalement à m'effacer, à regarder et juste à dire c'est bien ou c'est pas bien. C'était trop beau de bosser avec des gens comme ça. Et quelle est l'histoire du film? Au-delà du fait que nous, on l'ait récompensé au Moulin d'Or, il a eu un parcours ensuite France, Europe. J'ai passé pendant 1 an, je sais pas, à raison de 3-4 heures par semaine pendant 1 an, à envoyer à tous les festivals possibles et inimaginables. De partout dans le monde. C'est un vrai boulot, puis c'est un vrai budget même. Hein, parce que alors c'est un vrai budget. En tout, il y a eu 3000 € de dépensés dans les festivals. Il y avait un monsieur qui était jury au festival Carrefour Get Up et Fais ton truc, qui a beaucoup financé le film aussi. Il a mis je crois 15 000 € sur le film pour soutenir. En plus des autres bourses qu'on a eues de la région Île-de-France, il y avait une bourse qui s'appelait Forte qui a été mise en place par Valérie Pécresse pour les jeunes qui avaient des projets créatifs. Tu as bouclé le budget à combien alors justement? 50 000. D'accord. 50 000 de bourses d'auteurs, de dons, de défiscalisation. Il y a Vincent Lavigne, un ami qui m'a donné, je crois, 300 ou 800 € comme ça en défiscalisation. Ce fameux monsieur qui s'appelle Didier Rousseau qui a donné 15 000 €. Et ensuite qui m'a dit je te suivrai si tu as besoin pour les festivals, pour qu'on rembourse, on le fait. Et c'est un monsieur qui a été hyper présent pour moi. Et c'est agréable, du coup, parce que du coup, j'ai pu faire... Oui, tu as trouvé un mécène. C'est une sorte de mécène, ouais, et il m'a dit clairement, on teste là sur le court-métrage, et puis on voit pour un la suite. métrage pour plus tard. Je pense avec une autre, bien évidemment, un autre deal, bien évidemment, mais c'est hyper agréable de se sentir soutenu. Il a juste vu, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai vu que tu avais la niaque sur scène, donc si je peux t'aider, je le fais. Donc, et puis là, tu as aussi apprécié le rendu final, le film en lui-même. Et alors du coup, d'autres sélections Et du coup, on a envoyé, je sais pas, 400, 500 festivals dans le monde. Et il a eu, pour le moment, on est à 150 sélections. Et il a déjà reçu une 50aine de prix. Donc je suis plutôt content parce qu'il a été projeté dans des endroits improbables. Il a été projeté au Karama Film Festival, qui est un festival en Jordanie pendant le Covid, où on voit le film qui est projeté sur la façade d'un immeuble confiné, où on entend la musique de Mendelssohn qui a été recomposée par Laurent Fessel, qui résonne dans toute la ville. C'est impressionnant de voir son film comme ça sur la façade d'un immeuble avec des gens qui sont à leur balcon qui regardent le film. Et puis là, ton avantage énorme, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas de dialogue, ça parle à tout le monde. Ça, c'est évident. Ça s'exporte plus facilement. Tu m'as dit que l'Italie avait pas mal aimé ton film. Ouais, il y a une vingtaine de festivals en Italie. En France, ça n'a pas trop marché. En Italie, beaucoup, ouais. Et dans les pays de l'Est, Slovénie, Hongrie, Albanie, Russie, ça a plutôt bien marché dans ces festivals-là.
Il continue encore, hein, d'accord, Là, des il continue sélections? un petit peu, on est un Ouais. peu sur la fin, je pense que d'ici décembre, là, ça va être terminé. D'accord. Bah, merci en tout cas de nous avoir donné un petit peu l'éclairage sur ce film-là. On souhaite encore une longue carrière et puis même pour toi à titre personnel de continuer sur un nouveau film. Je vais te remettre donc ce fameux prix qu'on aurait Merci beaucoup. espéré te donner sur scène. Voilà, le prix Le Moulin d'Or. Waouh. Merci. Et surtout, bah, merci au festival. Parce que, en fait, sans les festivals, on ne peut pas montrer nos films. Il n'y a pas de rayonnement. Et si on fait un film pour qu'il reste dans un tiroir ou sur une clé USB ou sur un disque dur, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est finalement, si le film il a voyagé autant que ça, c'est parce qu'il y a des festivals qui sont créés qui nous permettent de projeter nos films, d'être montrés à un public. Et bah, ça fout des frissons. Mm. C'est Bon, surtout on espère qu'on sera une longue carrière Donc, parce que ton merci film est beaucoup. intemporel et Merci. il devrait encore longtemps fonctionner, je pense. On espère. On te le souhaite. Merci Merci. beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir.